Pourquoi parler des multinationales dans cette question apéritif de début de l'émission? C'est une manière, 48 heures plus tard, les choses se sont un petit peu reposées, de revenir sur l'affaire, entre guillemets, en tout cas l'épisode d'actualité autour de Danone et du remplacement de son président. Donc rappel des épisodes. C'est donc dimanche soir, un petit peu tard, le conseil d'administration de Danone a mis fin aux fonctions, entre guillemets, de son patron, entre guillemets, au sens, c'était une dépêche de l'AFP qui reprend les termes exacts du communiqué de l'entreprise, mis fin en fonction de son patron Emmanuel Faber avec effet immédiat. L'ancien patron du fabricant de matériel électrique Legrand, Gilles Schnepp, va prendre la tête du conseil d'administration. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'à l'issue d'un conseil d'administration qui s'est mal passé, mais entre eux, il y a donc eu un changement de patron. Et du coup, j'étais... La presse économique, on a pas mal parlé, ça c'est bien normal. Lundi, il y a eu des papiers dans les médias un petit peu plus généraux. Moi, j'ai été un peu surpris. Ça fait la une du Monde lundi soir, enfin lundi midi. Danone, le titre principal, Danone, les raisons de l'éviction du PDG. Je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes qui étaient données à la une du journal, mais c'est pas grave. En même temps, la une d'un journal papier, c'est plus non plus... ça a pu l'ampleur ou la signification que ça pouvait avoir il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Mais quand même, c'est la preuve que, alors à la fois Danone, et puis c'était l'occasion peut-être de pointer du doigt de méchants fonds activistes, mais quand même, je me suis dit, tiens, est-ce que l'idée qu'on a, l'image qu'on a sur les multinationales toutes puissantes, grandes méchantes, qu'on a pu avoir pendant longtemps, et, en tout cas aux yeux de certains, toutes méchantes ou en tout cas toutes puissantes, est-ce qu'elle était toujours d'actualité? Est-ce que c'est ce qui justifiait pour le Monde l'idée de mettre Danone à la une de son édition? Est-ce que les grosses entreprises, alors vous allez me dire les GAFA, peut-être, sûrement américaines, mais est-ce que les autres, les grosses entreprises européennes, par exemple, on n'a pas de GAFA, donc c'est plus simple. Grégory, est-ce que c'est toujours des boîtes toutes puissantes comme ça qui, à une époque, on disait que les grands patrons de multinationales, dans les films des années 70, ils faisaient la pluie et le beau temps, c'était des personnalités surpuissantes. Est-ce que ça a changé, ça, dans la réalité ou dans le regard, selon vous? D'une certaine manière, depuis une quarantaine d'années, il y avait une tendance quand même à l'augmentation du poids, du rôle, de l'importance des grandes entreprises, en particulier transnationales, effectivement, disons, dans le contrôle de la production et dans l'organisation du territoire de la production et donc dans l'organisation de la nation, pour le dire simplement. Et effectivement, on sait que depuis les 25 dernières années, disons d'une part, il y a quand même une reprise en main flagrante du monde de la finance, on ne va pas se cacher, en particulier en France, sur la gouvernance et sur la stratégie de ces grandes firmes. Et ça, on l'a vu dès le début des années 2000, le cas Alcatel est un exemple parfait pour ça. Et donc je pense que là, c'est plutôt, de mon point de vue, une queue de comète. C'est plutôt la dernière, à mon avis, étape, la dernière phase. Je ne suis pas certain qu'on aura à nouveau ce genre D'accord, c'est intéressant. Ouais. C'est la queue d'une comète qui, pour vous, a un peu commencé avec Alcatel, Serge Turruc, le début des années... l'industriel sans usine, enfin... Parce que il ne faut pas oublier aussi que les grands patrons des grands groupes ont aussi beaucoup de ressources à la fois légales, à la fois, on va dire, organisationnelles, pour fuir cette forme de contrôle externe, soit de l'État, effectivement, soit des autres parties prenantes, en particulier des actionnaires. Et moi, ce que j'ai vu les 20 dernières années, en particulier en Europe, c'est un développement tous azimuts de stratégies. Alors, on les voit comme des stratégies d'évitement fiscal, puisqu'on va localiser son entreprise à un endroit, on va localiser centre de profit, mettons, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive. Bon, ça arrive. Et ça, c'est une manière qu'ont utilisé le top management des grandes entreprises, en particulier en Europe, précisément pour éviter d'avoir à montrer d'abord où sont les profits et aussi où sont les opportunités d'investissement, etc. Et donc, ça a été utilisé notamment en Europe, parce qu'en Europe, il y avait la capacité de le faire au sein même de l'Union européenne. Donc, ils auraient eu tort de ne pas le faire. On est la zone dans le monde où il y a le plus de paradis fiscaux. Donc, c'est vrai que j'oriente un petit peu la discussion là-dessus, mais je pense que là, l'entreprise à mission qu'est Danone, elle n'a plus de mission. C'est bien le problème. Et peut-être que c'est une forme de gouvernance qui était un petit peu en décalage, qui était un petit peu archaïque, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense, à mon avis, dans le même secteur, il y a beaucoup de patrons qui doivent bien s'amuser en ce moment à voir ce qui se passe chez Danone. Pourquoi ? Précisément parce que d'autres organisations ont réussi à un petit peu s'émanciper de cette pression. Oui, on parle souvent de la financiarisation, c'est vrai, c'est un fait, on le voit d'ailleurs. Le point de départ de tout ça, c'est quand même la faible rentabilité comparée, relative de Danone par rapport à Nestlé. Nestlé Unilever, oui.
Mais il y a aussi cette idée, comment je fais moi en tant que patron aujourd'hui pour m'émanciper justement de cette forme de contrôle-là et cette pression de la part des parties prenantes, en particulier de l'actionnariat. Et ce levier-là n'a peut-être pas été utilisé de manière entre guillemets optimale par le top management de Danone, et peut-être que ça lui retombe aujourd'hui dans les mains. Et notamment, manifestement, on lui a aussi reproché de s'émanciper de son propre conseil d'administration, pour le coup, qui n'est pas particulièrement financier, notamment sur les 15 derniers jours. C'est pour ça qu'il y a eu... C'est la logique classique du top management de n'importe quelle entreprise que de chercher à s'émanciper de ceux qui le financent. Ça... voilà. D'accord. Maxime, votre regard sur, pas forcément sur cette affaire, mais juste sur cette idée de, voilà, est-ce que, pour essayer élever le débat. Sur la fiscalité des multinationales, je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu le passé, c'est-à-dire que l'Europe a remédié à ces problèmes-là déjà, et puis il y a en ce moment des grandes négociations à l'OCDE justement pour refonder la fiscalité des multinationales, pour qu'en fait elles payent leurs impôts en fonction des lieux, non pas de production, mais de consommation. Surtout qu'il y ait moins de différence entre les zones et les... Le numérique inclus, et donc ça je pense que c'est une réforme absolument nécessaire au niveau international, et d'ailleurs c'est une des dernières instances, l'OCDE, dans lequel le multilatéralisme est encore vivant. On sait qu'il est un peu à l'agonie en ce moment, mais ça continue à débattre, et d'ailleurs l'administration Biden a dit qu'elle était tout à fait favorable à ce projet-là, donc c'est intéressant dans ce sens-là. Moi, ce que je trouve très intéressant sur l'éviction d'Emmanuel Faber, c'est que en fait c'est un rappel à la réalité. C'est-à-dire que pendant quelques années, Emmanuel Faber a été un peu le chantre de dire entreprise à mission, nous sommes responsables devant les parties prenantes et pas devant les actionnaires. Vous savez, c'est tout ce débat entre le capitalisme de stakeholder et de shareholder, dans lequel en fait la mission de l'entreprise... difficulté d'équilibrer les deux, manifestement. Voilà, la mission d'entreprise ne serait pas en fait une mission de rendre des comptes devant les actionnaires. Là, ça a été un rappel à la réalité, puisque la mission d'une entreprise, c'est de créer des profits pour rémunérer les détenteurs du capital et ceux du travail. Et respecter bien sûr les lois qui sont autour, qui encadrent, mais c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'est pas forcément là, si vous voulez, pour se mettre des normes. Il y a débat, puisque la loi Pacte a ouvert de nouvelles perspectives en France. C'est dangereux ce que la loi Pacte a ouvert là-dessus, parce qu'il y a une espèce d'incertitude juridique qui peut peser à terme sur les entreprises. Mais enfin, là, Emmanuel Faber a été confronté au fait que ce sont les actionnaires, les détenteurs de la boîte, qui sont responsables sur la gouvernance. D'ailleurs, et donc, quelque part, il y a eu ce rappel à la réalité. Lacan disait la réalité, c'est quand ça cogne. Là, c'est ce qui s'est passé. Il y a aussi effectivement des questions de rentabilité, des questions de gestion, un style managérial qu'il faut le dire, et on le sait ici à Paris, décrié depuis beaucoup de temps. Il y a eu des problèmes de position, des problèmes de remplacement, et donc quelque part il n'a pas rempli ses responsabilités face au conseil d'administration. En tout cas, c'est ce qu'a considéré son conseil. Qui en a pris acte. Et donc moi j'attends de voir quel est le PDG qui se met contre les actionnaires pour défendre les stakeholders, donc les parties prenantes. Pour l'instant, j'en ai vu aucun. Et donc je trouve que derrière ce discours-là, il y a beaucoup de très bonnes intentions, beaucoup d'écrans de fumée, mais finalement dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, et je pense effectivement que c'est à l'État d'encadrer, c'est à l'État de réguler au niveau environnemental, au niveau social. Il y a des lois pour ça, et c'est pas forcément à l'entreprise de vouloir se mettre contre ses propres intérêts pour faire valoir sa mission. Donc je pense que c'est très important dans ce débat-là de voir que au final Emmanuel Faber est tombé presque victime de peut-être un décalage entre les aspirations de l'entreprise et ses propres aspirations personnelles. Bon, on verra en tout cas ce que ça donne. Je crois qu'aussi il y a eu, voilà, encore une fois, je le disais, des divergences avec ce conseil, y compris sur les 15 derniers jours. Je crois qu'effectivement, il avait quand même été réadoubé 15 jours plus tôt, et que manifestement, depuis ces 15 jours, il y avait eu quand même des divergences sérieuses. Les fonds activistes en question, ils ne sont pas représentés au conseil. Et c'est comme vous le rappelez, effectivement, c'est pas grand-chose du capital. Allez, tout de suite, notre premier débat s'intéresse au principe de précaution en économie.